Bonsoir et bienvenue à tous. Dans l'actualité de ce lundi, la justice va-t-elle sanctionner les participants au carnaval sauvage organisé hier à Marseille? Certains vont être jugés en comparution immédiate. Plus de 6000 personnes non masquées ont festoyé dans les rues. Comment vacciner 20 millions de personnes dans les 2 prochains mois? Face à l'ampleur de la tâche, l'armée et les pompiers vont déployer au moins 35 vaccinodromes partout en France. Notre enquête sur les pièges du compte personnel de formation. Des escrocs n'hésitent pas à appeler les salariés pour tenter de leur soutirer de l'argent. Plus de 12 millions d'euros ont déjà été détournés. Dans ce journal également, ne jetez rien, ou en tout cas avec parcimonie. Des objets que l'on pourrait croire sans aucune valeur, une carte de Pokémon, une vieille Peugeot 205 au fond du garage valent aujourd'hui très cher. Enfin, nous partirons sous les tropiques, cocotiers, mer émeraude, sable blanc. Bienvenue sur la côte d'Azur chinoise. L'île de Hainan, tout au sud du pays, attire des millions de touristes chaque année. C'est un événement qui, évidemment, a fait réagir. De nombreux médecins et responsables politiques ont jugé irresponsable le comportement des participants au carnaval illégal organisé hier en pleine pandémie à Marseille. D'autres rassemblements en Loire-Atlantique ou à Annecy ont également eu lieu. La justice va-t-elle les sanctionner? Baptiste Guenet et Henri-Paul Amar. Irresponsable, inadmissible, toute la journée les condamnations se sont succédées à propos du carnaval de Marseille. Alors que les services de la ville sont en plein nettoyage, certains habitants du quartier ne cachent pas leur colère. Les feux de poubelle, ça criait, la police qui course-poursuite, ils se cachaient dans les rues, c'était horrible. Je les ai vus les uns sur les autres, et nombreux étaient ceux qui n'avaient pas de masque. C'est honteux pour Marseille. Pourquoi? Parce qu'ils vont nous reconfiner. Pas de masque, des gestes barrières pas vraiment respectés. 6500 personnes ont défilé dans les rues de Marseille malgré la crise sanitaire. Parmi elles, Charlène, qui assume une envie de liberté. Il ne faut pas qu'on soit non plus les mauvais exemples. Je pense qu'on a juste voulu montrer qu'on était vivants. Ce carnaval a lieu tous les ans à Marseille. La manifestation n'est jamais déclarée, mais la municipalité en avait connaissance. Nous avons en amont mis les moyens nécessaires, les forces de police nationales, c'est-à-dire la compagnie de CRS, en appui la police municipale. Nous avons alerté, y compris les organisateurs, que c'était une manifestation non autorisée. Une bonne partie de l'après-midi, les policiers ont encadré la manifestation avant de disperser les participants vers 18h30. Aurait-il fallu agir plus tôt? Difficile selon les syndicats de police. Intervenir au milieu de la manifestation à 15h30 de l'après-midi alors qu'il y a de nombreux enfants et de nombreuses familles, ça aurait pu mal se passer et du coup ça aurait fait des dommages collatéraux. Des images vécues comme un manque de respect par les soignants de la ville, alors que les hôpitaux sont en tension. On trouve ça désolant, on trouve ça hallucinant. Hallucinant parce que ces gens mettent en danger toute la ville et vont faire peser un risque de confinement élevé pour toute la ville. En marge du carnaval, 9 personnes ont été interpellées. 4 vont être jugées en comparution immédiate pour des faits de violence et de dégradation. Les dégâts se chiffrent à une centaine de milliers d'euros. Ces regroupements dans la rue sans masque, sans aucun geste barrière, sont-ils de nature à accélérer la propagation du virus? Il y a un an seulement, de nombreux médecins et même des ministres affirmaient que le port du masque à l'extérieur n'était pas utile. Qu'avons-nous appris depuis? Joséphine Devambé et Pauline Dumortier. Peut-on s'affranchir des gestes barrières si l'on est en plein air? En règle générale, les risques de contamination sont nettement moins élevés à l'extérieur. Les contaminations à l'extérieur, ça représente 10% des cas rapportés. Et on voit bien d'ailleurs cet été, il n'y a pas eu de rebond épidémique, l'épidémie a été relativement bien contrôlée. Elle est repartie d'un seul tenant, la saison automno-hivernale étant propice à une vie à l'intérieur. Mais ces carnavaliers, ce week-end à Marseille ou à Annecy, cumulent les risques. Agglutinés, ils reproduisent les conditions d'un espace confiné. Quand on regarde ces images, on voit qu'il y a, on dirait, la combinaison parfaite de tous les facteurs qui vont favoriser la transmission. La foule, donc la densité de personnes, le fait que les gens sont les uns sur les autres, qui ne portent pas de masque, qui crient, qui chantent. Et donc, vraiment, c'est des conditions très favorables pour la transmission des virus. Pas de cluster pourtant après la fête de la musique en juin 2020, sans masque. Ou après cette rave party illégale en Bretagne, qui avait fait polémique, à 2500 personnes dans un immense hangar ouvert. Ces foyers de contamination sont en réalité difficiles à identifier.
Les participants ne se connaissent pas et ils déclarent rarement leur présence. Cette question à présent très simple, mais ô combien importante. Pourquoi la France ne vaccine-t-elle pas plus? Le gouvernement a pour objectif, vous le savez, de vacciner 20 millions de personnes d'ici le mois de mai. À ce jour, seuls 2 400 000 personnes ont reçu les 2 injections nécessaires. Pour monter en puissance, des vaccinodromes vont être installés dans chaque département dans les prochaines semaines, avec l'aide de l'armée et des pompiers. Jean-Marie Bagayoko, Pauline de Mortier et Caroline Bell. 20 millions de Français vaccinés d'ici le 15 mai, c'est la promesse du gouvernement. Et pour la tenir, l'armée va lui prêter main forte. Le savoir-faire des militaires mis à contribution dans des grands centres de vaccination. L'armée peut aider, n'a pas l'expérience de ça en particulier. Mais depuis longtemps, les militaires savent vacciner, ils savent vacciner toutes les troupes qui partent par exemple outre-mer. Pour accélérer la distribution des vaccins, le gouvernement mise aussi sur le retour en grâce des vaccinodromes. Des centres de grande ampleur comme le stade Vélodrome à Marseille, l'hippodrome de Marc-en-Barreuil et bientôt le stade de France à Saint-Denis. Au total, 100 à 200 vaccinodromes pourraient être mobilisés sur l'ensemble du territoire, soit au minimum un par département. Dans les Yvelines, le vélodrome de Saint-Quentin accueille déjà près de 2000 personnes par jour. On a commencé par 200 par jour, après 500, 1000, maintenant on est entre 1000 et 2000. Et vraiment toutes les équipes sont coordonnées, voilà, ils savent travailler ensemble. Y aura-t-il de nouveaux vaccinateurs? Réponse dans la semaine. La Haute Autorité de Santé devrait dire si les biologistes, les dentistes et les vétérinaires peuvent officier dans les vaccinodromes. Mais les livraisons de doses seront-elles suffisantes? Malgré les retards de livraison, la France a reçu au mois de mars, regardez, 7,6 millions de doses et ce chiffre va augmenter au mois d'avril avec 12,7 millions de doses. Cette montée en charge va se poursuivre dans les mois qui suivent avec plus de 17 millions de doses qui seront livrées au mois de mai et en juin, ce sera 26,6 millions de doses. Si le gouvernement se tourne vers ces vaccinodromes, c'est aussi pour écouler ces millions de doses supplémentaires qui doivent arriver au printemps. On a appris aujourd'hui que la ministre du Travail, Elisabeth Borne, testée positive au Covid-19 il y a une semaine, a été hospitalisée en région parisienne. Selon son ministère, son état est en voie d'amélioration. Ils font partie de ceux très nombreux qui n'ont pas vraiment compris les règles du nouveau confinement édicté jeudi dernier par Jean Castex. 90 000 commerces ont dû fermer pour au moins un mois. À titre d'exemple, les cordonniers sont ouverts, mais les marchands de chaussures ont dû baisser leurs rideaux, ce qui nourrit ont sans doute un sentiment de grogne. Valentin Després, François Ouasson et Gaëtan Lecointe. Des parfumeries fermées, mais des parfums vendus ici en supermarché. Des pulls et chaussures interdits à la vente en grande surface et dans les boutiques de prêt-à-porter, mais les voilà sur les étals des marchés. Pour certains, ce troisième confinement vire au casse-tête. J'ai l'impression qu'ils ne savent pas très bien sur quel pied danser. Moi, je ne comprends plus grand-chose, en fin de compte. Je suis content d'être vieux. Ce gérant de salon de beauté veut rouvrir, puisque les coiffeurs, eux, ont une dérogation. Ils comptent même déposer un recours devant le Conseil d'État. Quelle est la différence entre épiler un sourcil et couper un cheveu à 20 cm l'un de l'autre? Enfin, il n'y a rien qui le justifie, rien. L'issue du référé devrait être connue dans 48 heures. Entre-temps, le gouvernement lui étudie au cas par cas la liste des commerces autorisés à ouvrir. Ce soir, les toiletteurs pour animaux ont obtenu le droit de poursuivre en partie leur activité sur rendez-vous et sans que les clients rentrent dans le salon. Monsieur, bienvenue. Ce gérant d'une galerie d'art attend encore. Dans le doute, il reste ouvert. Mais nous ne sommes pas des libraires à part entière, mais on est considérés comme vendeur de livres. Le maire de Boulogne-sur-Mer propose, lui, une autre solution pour les commerçants de la ville via un arrêté municipal. L'extérieur sur les marchés, c'est la même chose que l'extérieur sur les trottoirs des cœurs de ville. Je suis prêt à autoriser les commerces à pouvoir vendre à l'extérieur. Parmi les commerçants, on s'y voit déjà. Moi j'imagine ça, faire ça ici devant la vitrine. Avec moi derrière, quelques boîtes exposées. On pourrait imaginer de mettre des portants, de juxtaposer aussi des tables intermédiaires ou des sortes d'étagères. Le gouvernement imagine plutôt des aides supplémentaires pour les magasins de vêtements et de chaussures, un coup de pouce financier ou la possibilité de faire du déstockage en dehors des périodes de solde.
Autre mesure applicable dès ce lundi, la demi-jauge dans les lycées. Cette règle vient s'ajouter à un système déjà assez complexe, mis en place depuis le mois de novembre dans les 2/3 des établissements. Comment s'organisent les classes? À quelle fréquence nos ados vont-ils aller en cours? Sébastien Ambert et Tanguy Jouard. Dans une classe désespérément vide, Mylène, professeure de SVT, Sciences et Vie de la Terre, fait cours devant son écran d'ordinateur. Très bien, des récepteurs PRR. Une nouveauté pour les professeurs de ce lycée privé, car depuis ce matin, la moitié des lycéens seulement peut venir en cours. Un petit peu tristouné, hein, j'avoue qu'en plus les chaises sont sur les tables, donc ça manque un peu de chaleur, mais heureusement les élèves participent relativement bien. Et c'est nouveau. Mis à part en mars 2020 lors du premier confinement, la plupart des lycées privés de la métropole lilloise ont accueilli les élèves à 100%. Chez lui, Arthur, élève de première, va passer sa journée dans sa chambre à assister aux cours en visio. C'est assez bizarre, j'ai envie de dire, d'être en visio, vu qu'on n'a pas l'habitude, mais ça va encore. Je pense que nos profs s'adaptent vraiment bien. On n'a pas trop de problèmes au niveau des cours. Du coup, vendredi dernier, en urgence, le directeur de l'établissement a dû revoir tous les plannings. L'objectif, sur 400 élèves, n'en accueillir que 200 par jour pour respecter les protocoles sanitaires. En revanche, chaque classe est entière. Par exemple, tous les élèves de cette classe de seconde ont cours en même temps, en présentiel, mais un jour sur 2. Ne pas couper les élèves en deux parce que vous imaginez bien que là, on a tous les élèves. S'il n'y avait que la moitié, ça veut dire que l'enseignant devrait faire classe à la moitié du groupe. Et puis forcément, le programme avancerait 2 fois moins vite. À la cantine, chacun mange isolé entre 2 plexiglas. Quant à Mylène, la professeure de SVT, elle a pu retrouver quelques élèves pour diriger des travaux pratiques de biologie. C'est déjà ça. Et ça va durer comme cela 4 semaines au moins. C'était le 1er décembre 2018. La France et le monde entier éberlués découvraient en direct les images de 400 gilets jaunes prenant d'assaut l'Arc de Triomphe. Le monument où repose le soldat inconnu a été tagué, pillé, mis à sac. Aujourd'hui, 10 personnes soupçonnées d'avoir participé à ces exactions comparaissent devant la justice. Quel est leur profil? Georges Brognier, Olivier Stambach et Boris de Saint-Georges. Derrière leurs masques, ils sont les visages d'un saccage qui a choqué des millions de Français. 8 hommes et 2 femmes. Le plus jeune a 20 ans, le plus âgé en a 43. Ils sont étudiants, livreurs ou électriciens, tous jugés pour avoir détruit à jamais une partie de l'Arc de Triomphe et marqué à leur manière leur passage ce 1er décembre 2018. Préjudice total 2 millions d'euros. Pour cet avocat, c'est surtout une partie de l'histoire française qui a été attaquée ce jour-là. L'Arc de Triomphe a connu les pires heures de son histoire. La Commune de Paris, dont on fête les 150 ans, ne s'est pas attaquée à l'Arc de Triomphe. Les 10 suspects ont juré ne pas être des casseurs professionnels et ne rien connaître des revendications des Gilets jaunes. La plupart racontent avoir été entraînés dans un mouvement de foule et avoir même un profond respect pour les monuments français. Certains délinquants ont plaidé qu'ils ne savaient pas où ils se trouvaient, peu importe les souvenirs de l'Arc de Triomphe parfois retrouvés sur eux et leur ADN laissé sur place. Pour cette avocate qui défend 2 suspects, la justice a voulu marquer le coup face à l'émotion provoquée. À ce moment-là, il fallait une réponse pénale pour satisfaire l'opinion publique et que c'est tombé sur eux. Je pense que c'est aussi une manière de faire comprendre aux personnes qui pourraient réitérer qu'il valait mieux pas parce qu'on pouvait se retrouver en détention provisoire. Au tribunal cet après-midi, pas de gilets jaunes visibles, mais des soutiens venus en nombre, pour qui s'en prendre à l'Arc de Triomphe n'a, selon eux, finalement rien de bien méchant. Une statue, un mur, ça se répare, ça se remplace, on fait un ravalement. Personne n'a été tué ce jour-là, c'est que des murs. Plusieurs des suspects qui sont jugés à partir d'aujourd'hui risquent jusqu'à 10 ans de prison. Ce procès risque toutefois de laisser un goût amer aux enquêteurs. Il faut dire que plus d'une vingtaine de casseurs de l'Arc de Triomphe ont réussi à passer entre les mailles du filet. Vous faites peut-être partie de ces dizaines de milliers de salariés qui ont reçu des SMS, des appels téléphoniques ou des emails à propos de votre compte personnel de formation, le CPF. Vous savez que depuis 2 ans, vous bénéficiez d'un compte en euros pour vous former, ce qui n'a pas échappé à des escrocs qui tentent de siphonner cet argent. Selon le ministère de l'économie, 12 millions d'euros ont déjà été subtilisés. Comment éviter de tomber dans le piège? Hélène Grégoire, Karine Bétain et Fabienne Moncel vous donnent quelques conseils. Cela commence souvent par des SMS ou un email.
consultez votre solde et réclamez votre formation 100% financée. Puis pour Juliette, au téléphone, un soi-disant conseiller lui fait croire que son compte n'est pas à jour. Quand il m'a dit c'est à moi de créditer ça sur votre compte, je pense, du coup, moi je me suis dit ok, c'est pas à moi de le faire. Il m'a demandé mes identifiants et mots de passe afin de créditer du coup ces heures de formation auxquelles j'avais soi-disant droit. La voilà inscrite à une formation fantôme et son compte délesté de 1 600 €. Et les escrocs ne sont pas à court d'arguments, comme nous le montre cet agent en charge de l'aide aux victimes d'escroqueries en ligne. Il les contacte devant nous. C'est mon compte formation certes, mais vous ne pouvez pas le faire tout seul vu que vous avez dépassé le 31 décembre. Votre numéro de sécurité sociale, s'il vous plaît. Mais après, je fais quoi alors? Je crée mon compte? Après, voilà, vous cliquez sur « Je crée mon compte ». Il va suffire d'un appel téléphonique qui peut durer quelques minutes pour derrière voler le numéro de sécurité sociale, le mot de passe, commander des formations qui peuvent être chiffrées en milliers d'euros. Car depuis 2019, le compte personnel de formation n'est plus crédité en heures, mais directement en euros. Beaucoup de gens ne comprennent pas trop comment ça marche. Donc c'est là où les escrocs vont s'engouffrer dans la brèche pour passer des formations à leur profit, soit leur faire commander directement des formations fantoches qui n'existent pas et qui n'auront jamais lieu. L'organisme de formation malveillant va ensuite réclamer la somme à l'État. On considère aujourd'hui qu'à peu près 10 000 comptes ont été concernés pour une dizaine de millions d'euros. Dès que vous entendez parler de CPF au téléphone, le bon réflexe est de raccrocher. Les comptes débités frauduleusement seront recrédités après enquête. Les voleurs risquent, eux, 375 000 € d'amende. Nous vous parlons régulièrement dans nos journaux de la désertification des centres-villes. Cela n'a rien d'inéluctable. L'association Ville de France a publié aujourd'hui son palmarès des centres-villes les plus attractifs. Et sur le podium des villes de moins de 100 000 habitants, Chambéry, Pau et tout en haut, Villefranche-sur-Saône, dans le département du Rhône. Quel est le secret de cette vitalité? Reportage Céline Blampin, Brice Giresse et Gaël Charnet. À 30 km au nord de Lyon, voici une ville moyenne qui a gagné près de 6 000 habitants en 20 ans. C'est animé, il y a des parkings gratuits, il y a plein de boutiques, c'est top. C'est Lyon en plus petit, quoi. En janvier dernier, Georges et Chantal ont quitté leur maison à la campagne pour s'installer en plein cœur de Villefranche-sur-Saône. Notre souhait à nous, c'était d'habiter en plein centre-ville. Comme ça, on a tout sur place, on utilise moins la voiture, et puis bon, c'est vraiment la commodité, quoi. Car depuis 20 ans, la commune a choisi de tout miser sur le centre-ville. Autour de la rue commerçante et de ses 400 boutiques, des dizaines de logements sortent de terre chaque année. Par exemple, ici, on avait une ancienne banque, donc on a accompagné la création d'un programme de logement neuf. Densifier les villes, ça évite d'aller miter les campagnes autour. Et un territoire, il faut le voir dans son ensemble. Pour soutenir les petits commerces et attirer les clients dans le centre, l'accessibilité a été entièrement repensée. Pas moins de 5 parkings ont été construits. Et la ville pratique les tarifs de stationnement parmi les plus bas de France. C'est gratuit en général, bien 45 minutes ou 1 heure, ça dépend. On a beaucoup de chance quand même. Les prix sont bien moins élevés qu'à Lyon. Objectif des élus, limiter l'étalement urbain pour protéger les espaces verts à proximité immédiate de la ville. Le maire refuse aussi la construction d'un centre commercial en périphérie qui pourrait briser à tout moment ce fragile équilibre. L'actualité à l'étranger nous emmène ce soir en Australie. Des inondations sans précédent depuis 60 ans menacent la ville de Sydney. Des milliers d'habitants ont dû être évacués. Incroyable contraste avec la sécheresse historique qui avait touché le pays fin 2019. Selon les chercheurs australiens, le pays doit s'attendre à des phénomènes météorologiques extrêmes à cause, disent-ils, du réchauffement climatique. Le réchauffement qui s'accélère notamment à cause de la déforestation. En Amazonie, le phénomène a atteint un niveau alarmant. Entre août 2019 et août 2020, près d'1 million d'hectares ont brûlé. Et chaque année, 700 000 hectares de la forêt amazonienne, l'équivalent d'un département comme la Charente-Maritime, est rasé, remplacé par d'immenses champs de soja ou par de l'élevage. Regardez ce document tourné et rapporté par nos envoyés spéciaux dans l'état du Mato Grosso au Brésil, Anaïs Barthes, Hélène Massiot et Stéphane Darmani. À 9000 km de la France, voici le grenier de la planète. Notre voyage débute dans le Mato Grosso, première région agricole du Brésil. Vue du ciel, c'est un décor façonné par de gigantesques parcelles. Au sol, c'est encore plus frappant.
Nous roulons depuis plusieurs heures et autour de nous, des champs de soja à perte de vue. Pourtant, il faut imaginer qu'il y a encore 40 ans, ces plaines étaient entièrement recouvertes de forêts. Le soja, c'est l'or vert du Brésil. 35 milliards d'euros de recettes l'an dernier. Alors, comment le pays s'est-il hissé au premier rang mondial? Quelles conséquences cette agriculture intensive a-t-elle sur la forêt amazonienne? Pour le comprendre, nous nous sommes rendus dans une exploitation XXL. Notre guide, Guillermo Argenta. Il gère cette fazenda bien loin de la ferme traditionnelle. Ici, nous supervisons les activités sur le terrain grâce à ces moniteurs. Cela nous permet de suivre et de guider en temps réel les machines agricoles. 500 personnes travaillent et vivent dans ce village soja, au cœur d'un domaine de 63 000 hectares, 1000 fois plus grand qu'une exploitation moyenne française. Et comme si cela ne suffisait pas, on déverse sans limite des pesticides en tout genre. Là, vous pouvez voir les produits que nous utilisons pour traiter les cultures de soja. Très polluants et nocifs, certains sont interdits en Europe, mais ici, rien d'illégal. Un climat favorable, des méthodes intensives, des pesticides en masse. Voilà comment le Brésil s'est hissé au premier rang mondial. Ces graines OGM inondent le marché chinois. En France, nous les utilisons pour nourrir bovins et volailles. Nous sommes fiers de cultiver de la nourriture pour le Brésil et pour le reste du monde. Il faut arrêter de dire que pour planter, nous déforestons, que nous polluons les sols. Nous avons d'excellentes pratiques et elles sont sans impact environnemental. Une exploitation modèle selon les critères brésiliens. C'est d'ailleurs la seule à nous avoir ouvert ses portes. Pour préparer ce reportage, nous en avons contacté une vingtaine et essuyé autant de refus. La raison ? Les récentes prises de position du gouvernement français qui a dénoncé encore récemment la déforestation. Et voici la réponse d'un puissant président de syndicat. Mas esses franceses, para mim, é tudo fila da puta. A bunda de uma jornalista que distorceu a matéria todinha, prejudicando nós à nível mondial. Pourtant, la destruction de la forêt amazonienne est bien réelle. Elle s'accélère même. À lui seul, le Mato Grosso a perdu l'an dernier 244 000 hectares, 20 fois la superficie de Paris. Parmi les premières victimes, les peuples autochtones. Nous avons embarqué avec le chef Megaron, neveu de Raoni. Depuis des années, ils dénoncent le sacrifice de la forêt au profit de l'or vert brésilien. Regardez tout ça. C'est du soja. Que des plantations de soja. Les hommes blancs ne respectent pas notre forêt, l'Amazonie. Ils s'en foutent. Tout ce qu'ils veulent, c'est la détruire. Ça me rend vraiment triste. Il y a encore 5 ans, ces champs n'existaient pas. L'expansion du soja est telle que d'immenses exploitations sont désormais aux portes du parc Xingu, une zone protégée. Mais pour combien de temps encore ? Le chef Megaron vit tout près d'ici, dans le village de Piaraçu. Les femmes de la communauté l'ont convoqué. Elles veulent savoir ce qu'il a vu, savoir si leurs craintes sont fondées. Je n'ai vu que du soja partout, tout proche du village. Nous devons défendre notre terre, notre forêt, notre fleuve. J'ai des enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Et je veux que nos terres restent intactes. Pour ces habitants, impossible d'envisager la disparition d'un patrimoine culturel ancestral. Il n'y a pas que leur sort qui est en jeu, mais celui du monde entier. L'Amazonie a déjà perdu 15% de sa surface en 20 ans, le poumon vert de la planète est pourtant le meilleur allié pour lutter contre le réchauffement climatique. Retour en France avec ce chiffre qui illustre nos changements de comportement, d'habitude depuis un an. Le télétravail, les semaines de confinement, la fermeture des cantines d'entreprise. Parmi les produits phares que nous avons plébiscités, le fromage. Jamais nous n'en avons autant acheté. Les ventes ont augmenté de 8,5% ces derniers mois. Didier Piereschi et Lionel Audiebert ont fait une étude de marché très sérieuse. Regardez. C'est un choix cornélien.
1200 variétés sur le plus grand plateau de fromage du monde, le nôtre. Les Français en mangent plus de 25 kilos par an en moyenne. Et vous le mangez quand et comment? Un petit peu, mais presque tous les jours. À l'apéro ou sur une tranche de pain. Moi, je le prends effectivement le matin. Le fromage, c'est un synonyme de gourmandise. Les Français privés de restaurants ont consommé à la maison. En 2020, la vente de fromage a bondi de 8,5%, premier gagnant les supermarchés. En volume, évidemment, il y a plus de ventes dans les grandes surfaces. C'est les rayons libre-service qui ont eu une part d'augmentation importante. 8% de hausse pour être précis. Les 3000 artisans fromagers ont connu une flambée encore plus forte, plus 13%, mais sur des quantités moins importantes. Dans ce magasin, le fromager s'est parfois retrouvé en rupture sur certains produits. Il y a eu des pénuries dans certaines régions parce qu'il y a des producteurs qui n'ont pas trop osé fabriquer, qui ne savaient pas trop où aller, puis qui en fin de compte se sont retrouvés avec une grosse demande derrière. Parlons goût maintenant. Quels sont vos fromages préférés? Moi, c'est Saint-Nectaire. Voilà, je suis fidèle à ma région et voilà, puis c'est des excellents fromages. Je suis normande de base, donc camembert. En ce moment, c'est le gorgonzola aux noisettes. Sans doute délicieux, mais assez loin du podium. Dans l'ordre, les fromages les plus vendus l'an dernier sont l'Emmental, devant la mozzarella et le comté. Un Italien s'est donc glissé dans le trio de tête. Logique, depuis un an, les pizzas n'ont jamais eu autant de succès. Vous vous êtes sans doute déjà demandé ce que valait le buffet style Henri II offert par votre très sympathique belle-mère. Combien vaut cette estampe un peu jaunie qui dort dans votre grenier depuis 20 ans? La même question se pose pour votre vieille voiture des années 80 ou pour un jeu de cartes oublié dans un tiroir. Certains aujourd'hui se vendent à prix d'or. C'est le grand format de ce 20h. Il est signé Justine Corbillon et Éric Bérin. Ils ont accepté de venir jusqu'à nous pour nous présenter quelques-uns de leurs trésors. Les connaisseurs l'auront déjà deviné grâce à ces quelques notes. Voici les 2 plus gros investisseurs français de cartes Pokémon. Nous sommes là vraiment sur le Graal d'absolument toutes les cartes. Et il fallait être bien assis pour intégrer ce qu'ils allaient nous dire. Vous pouvez le voir. Donc là, on est sur une carte où il n'y a seulement que 4 exemplaires au monde. Je l'ai acheté 30 000 € il y a 2 ans. Mais aujourd'hui, on est sur les dernières ventes publiques, on est sur les 600 000. 600 000 €. Comment un bout de carton peut-il prendre autant de valeur en si peu de temps? D'abord parce que des personnalités s'y sont intéressées. Aux États-Unis, le chanteur Justin Bieber exhibe fièrement sa collection. All the Pokémons, first generation. En France, l'humoriste Kev Adams s'y est mis aussi. Ce sont eux qui ont permis de dépoussiérer l'image de la marque. Mais Pikachu, Alakazam ou Kangourex ont aussi pris de la valeur pendant le confinement. Car beaucoup de nostalgiques sont tombés sur des vidéos YouTube et ont compris que leur passion d'enfance pouvait valoir très cher. Les cartes qui ont été imprimées il y a 20 ans, leur nombre reste identique, donc la demande augmente, mais l'offre reste la même. Ce qui fait que naturellement, les prix augmentent énormément. On peut faire des découvertes comme ces boîtes ou ces cartes-là dans des greniers, chez des parents, pas de problème. Cherchez bien dans vos greniers, si vous avez un Alakazam en parfaite qualité, ça peut valoir plusieurs milliers d'euros. Plusieurs milliers d'euros. Les Français ont beaucoup épargné ces derniers mois et ce cabinet de conseil l'a constaté, ils ont délaissé les placements boursiers trop instables depuis un an pour se tourner vers des investissements insolites qu'il faut d'ailleurs classer en 2 catégories. Le premier placement, c'est un placement dit de passion. Donc on va retrouver le vin, les voitures, les bandes dessinées, les cartes Pokémon. En général, on ne se trompe pas trop quand on fait un placement de passion, parce que déjà, on se fait plaisir. Le deuxième type de placement, c'est plutôt des placements dits opportunistes. Et là, c'est un petit peu plus dangereux, comme les containers de bateaux. Le cheptel, c'est-à-dire qu'on va investir dans les vaches laitières, ou les diamants. Attention aux arnaques plus fréquentes dans ce type de placement. Alors mieux vaut rester dans la catégorie des passionnés. Heureusement, j'avais gardé mon arme, ma 205 GTI. Voici l'autre investissement insolite du moment, et cela devrait plaire cette fois aux nostalgiques des années 80. J'ai failli attendre. Par ses routes glissantes, il convient d'être prudent. La Peugeot 205 GTI était cotée 5 000 € il y a quelques années. Elle vaut aujourd'hui près de 14 000 €. Voici un placement qui a pris 149% en seulement 5 ans. Et ce n'est pas le seul modèle. Pierre-Éric a acheté cette voiture il y a 20 ans, 39 000 francs, soit 6 000 €.
Hello Justine. Elle en vaut aujourd'hui 15 000. Alors c'est une Saab 900, modèle Turbo 16. Depuis quelques années, on a vu effectivement une forme de spéculation sur les automobiles de collection. Mais là encore, impossible de s'y retrouver si l'on n'est pas connaisseur. De manière générale, vous avez effectivement les voitures de sport, les voitures fun, les coupés, les cabriolets bien sûr, sur lesquels vous allez avoir une plus-value éventuellement importante. Oui, la 406 coupée. Peut-être que vous serez d'accord avec moi, Justine, c'est quand même une très belle voiture. Pourquoi elle va se vendre plus cher, celle-là, dans quelques années? Parce qu'elle est extraordinairement belle. D'accord. Il n'y a pas tellement d'autres réponses. Il y a bien une part de subjectivité, voire d'irrationnel, dans la manière dont les prix sont fixés. La preuve, avec cette dernière démonstration. Revoici nos investisseurs qui vont tenter de vendre ce Dracofeu première édition, l'une des cartes préférées des collectionneurs. Il n'y en a que 28 dans le monde. Incroyable. J'ai pas les mots. Une pièce de musée. Selon moi, elle vaudrait entre 30 et 35 000 euros. C'était bien sa cote le mois dernier, mais elle est de plus en plus convoitée. Nos vendeurs ne descendront pas sous les 45 000 euros. Et c'est comme ça qu'on... L'année dernière, c'était pas ça du tout les prix. Donc là, j'ai beaucoup de regrets, je m'en veux énormément. Ce n'est donc pas aujourd'hui que Benjamin va compléter sa collection. Les passionnés comme lui sont désormais bien trop nombreux à jouer le jeu. Quand je pense que j'ai jeté à la poubelle cette carte de Pokémon Bulbizarre il y a 5 ans, combien vaut-elle aujourd'hui? Nul ne le sait. À propos de trésors et d'investissements, que diriez-vous d'acquérir pour le prix d'un 2 pièces bien sombre à Paris, un vrai château du Moyen-Âge, des milliers de mètres carrés, des centaines de pièces et même des remparts pour dissuader les intrus? Cette magnifique bâtisse, baptisée Forquera, construite au XIIIe siècle dans les Hautes-Alpes, est à vendre aux enchères, ce qui ne plaît guère aux habitants du village voisin. Reportage au temps des visiteurs, Pauline Lefrançois et Philippe Fontalba. C'est un emblème qui domine la vallée du Queyras. Impossible de passer à côté sans l'admirer. Dressé sur ce rocher, Forquera est en train de tourner une page de son histoire. Et vous pourriez en faire partie en écrivant la suite. Son propriétaire, bienvenue au Forquera, va bientôt rendre les clés. Après 20 ans de vie de château, François Marty, agent immobilier, doit se séparer de ce joyau médiéval qu'il s'était offert avec son père. Suite à certaines difficultés financières avec la banque, donc le château devrait être mis aux enchères le 15 avril prochain. Mise à prix de ce bien du XIIe siècle avec 18 corps de bâtiment, 400 000 euros. Alors là, nous sommes dans la grande pièce au dernier étage du donjon. C'est la pièce des banquets avec sa cheminée monumentale. Il faut réfléchir effectivement à l'aménagement intérieur parce qu'il y a plus de 6400 m² de surface développée, 3000 m² aménageables. Il y a énormément de possibilités. Le château a abrité des expositions, des cérémonies de famille et des fêtes médiévales. L'été, Elsa Giraud, guide et historienne, organise des visites avec les touristes. Le jour où il y a des restaurations, qu'on puisse enlever les vieux crépis. Car Forquera est un témoin de l'époque du Moyen-Âge et de l'histoire moderne sous le roi Soleil. Suite à l'invasion du duc de Savoie, Louis XIV comprend qu'il doit fortifier sa frontière des Alpes. Et donc il dépêche Vauban sur place, qui va venir doubler le château du Moyen-Âge avec une fortification beaucoup plus moderne qui s'appelle la fortification bastonnée. Un patrimoine inestimable pour les Hautes-Alpes et pour ses habitants, qui sont inquiets de cette vente aux enchères. Il n'a pas subi finalement les affres de la météo et autres. C'est un bâtiment qui garde entièrement tous ces éléments constitutifs. Attachés à leur trésor local, ils aimeraient que Forquera reste aux mains des Queyrassins. C'est ce qui est nos racines. C'est ce qui fait l'identité d'un territoire. C'est ce qui fait que ce territoire, d'aucune manière, ne va ressembler à un autre. Ce patrimoine, pour être rénové, il ne peut pas être fait avec un particulier, sauf mécène, comme je le disais, mais plutôt avec les collectivités, un partenariat public-privé, pour en faire un outil de développement économique. Qui pourra donc s'offrir Forquera? La municipalité de Châteauvielle-Vieille n'a pas la possibilité de l'acquérir, ni ses amis réunis en association. Le suspense reste donc entier. Près de 1000 ans d'histoire partiront peut-être aux enchères le 15 avril prochain. En attendant, toute la vallée du Queyras est tenue en haleine. Partons à présent sous des cieux plus tropicaux. Nous allons en Chine, mais très loin de Pékin ou de Shanghai. Bienvenue sur l'île de Hainan, à l'extrême sud du pays.
Avec la crise sanitaire et l'interdiction des voyages à l'étranger, cette Côte d'Azur version asiatique est devenue la première destination touristique des riches chinois. Visite de ce nouvel Eldorado, Justine Jankowski et Frédéric Dufour. C'est un petit coin de paradis, insoupçonné. L'île de Hainan, à la pointe sud de la Chine, un écrin d'azur et de tropiques, où tous les vacanciers du pays semblent s'être donné rendez-vous. Une parenthèse en amoureux pour découvrir les joies de la glisse ou se montrer sous son meilleur angle. Hainan, c'est l'été toute l'année. La nouvelle destination préférée des Chinois. C'est super beau et il y a plein de choses à faire. Si vous voulez voyager en Chine, c'est la destination où aller. Comme on ne peut pas sortir du pays à cause du Covid, on vient ici. Cette année, l'île bat des records. 4,5 millions de visiteurs en février pour une seule semaine de vacances. C'est 4 fois plus qu'en 2020. Monsieur Mang était ouvrier dans une usine du Nord. Il a tout plaqué pour s'installer ici. Aujourd'hui, avec son petit stand, il gagne 2 fois mieux sa vie. Je me suis installé ici car il y a tellement de monde. Les affaires sont bien meilleures qu'ailleurs. Un Eldorado aussi pour ces hôtels de luxe qui ont envahi la côte. Parmi eux, un village vacances bien connu des Français. 900 chambres, presque toutes occupées en période de vacances. Une reprise post-Covid qui a de quoi donner le sourire à Eric Lejeune, le chef de village. Voilà, yeah. Nous sommes sur 150 personnes en arrivée. Le fait que les Chinois ne peuvent pas sortir de la Chine, où c'est très compliqué pour eux de le faire, on a bénéficié de ce boom. La clientèle chinoise, pour nous, l'augmentation, on l'évalue à 35%. Le futur, pour nous, est extraordinaire. Mais Hainan ne doit pas son succès qu'à la pandémie de Covid-19. Depuis 25 ans, les chantiers se multiplient, avec des constructions pharaoniques, comme cette île artificielle. Une croissance folle qui n'épargne pas les villages de pêcheurs, repeints aux couleurs d'un Santorin un peu kitsch. Là-bas, ils sont en train de construire une hydrobase. Je me rappelle quand j'étais petite, il y avait des bateaux partout sur la côte, en bois, en acier. Shang Fei Zhang est une enfant du village. Fille et petite fille de pêcheurs. Regarde, c'est toi quand tu étais petite, dans les années 1980. C'est vrai que c'était dur de partir en mer. Mais à midi, on avait fini. On n'était plus libre. Aujourd'hui, la famille a transformé les étages en maisons d'hôtes. 4 appartements, dont celui-ci, avec 3 chambres. Là, vous avez une super vue sur le fond de mer. Je suis un peu nostalgique. À l'époque, il n'y avait pas tous ces touristes, ce business. La vie était plus simple. Mais avant, avec la pêche, on gagnait environ 150 € par mois. Maintenant, avec la location, ça peut monter jusqu'à 1 500 €. L'île n'est plus seulement une destination farnienne. Tous les Chinois viennent profiter de la plage. Avec l'appui du gouvernement, Hainan est en train de devenir la nouvelle Mecque du shopping. Bienvenue dans l'une des plus grandes zones de duty-free au monde. 10 000 mètres carrés, 500 enseignes de luxe. De grandes marques françaises, sacs, bijoux, cosmétiques, tout type d'alcool et de parfums. De quoi donner le tournis. Mais pour obtenir une pièce griffée à prix cassé, ici, il faut prendre son mal en patience. Depuis novembre, il y a des files d'attente comme ça tous les jours. C'est complètement dingue. Dans ce prêt-à-porter haut de gamme, la pièce la plus vendue, c'est le trench coat. Normalement, il coûte 2 100 €. Mais ici, en duty-free, il est à 1 800 €. 300 € moins cher. Alors pourquoi se priver? Yingdai et son ami sont venus du nord du pays, 4 heures de vol, uniquement pour faire du shopping. Pas de temps à perdre. J'ai acheté une montre Omega, du maquillage Dior et Chanel. Ça fait 100 000 €. On ne peut plus aller en Corée du Sud pour faire du shopping à cause du Covid. Alors maintenant, on vient ici. Et elle n'est pas la seule. Chaque jour, 30 000 acheteurs jouent des coudes en quête de bonnes affaires.
Avant, nos clients ne pouvaient acheter que jusqu'à 6 000 € de produits. Mais nous avons monté ce plafond. Il est maintenant à 12 000 €. Temple de la consommation, paradis des touristes, Hainan mérite bien son surnom, le Hawaï de la Chine. Comme tous les soirs, c'est l'heure de répondre à vos très nombreuses questions. Bonsoir Alexia Mayer. Bonsoir. Et ce soir, nous allons nous intéresser à la vie quotidienne des Français. Des centaines, des milliers de questions, vous m'avez dit même. Avec celle-ci tout d'abord. J'habite dans l'un des 16 départements confinés 7 jours sur 7. Je dois me marier le week-end prochain. Excellente nouvelle. La cérémonie peut-elle être maintenue ? Oui, rassurez-vous, vous n'avez pas tout organisé pendant des mois pour rien. Les mariages sont maintenus, mais le ministère de l'Intérieur nous précise qu'il faut évidemment respecter les mesures barrières. Vos invités doivent être placés, regardez, de façon à laisser 2 sièges libres entre eux et ils doivent occuper, c'est compliqué, qu'une rangée sur 2. Et la règle s'applique aux mariages civils et religieux. Alors, fait polytechnique pour ça. C'est ça. Deuxième question, Alexia. Toujours en zone confinée, si je dépose mes enfants à l'école et que je fais des achats juste après, est-ce que je peux, par souci de simplicité, cocher plusieurs cases sur la même attestation ? Est-ce qu'il faut que j'imprime plusieurs attestations ? Alors, une seule attestation suffit et vous pouvez cocher plusieurs cases. Accompagner vos enfants à l'école, case 3, et faire des courses, case 2, ou rentrer du travail, case 6, et consulter un médecin, case 7. Évidemment, il ne faut pas être fantaisiste et en cocher à tout va, Gilles. Nous ne sommes pas fantaisistes. Enfin, Alexia, cette question qui concerne les 800 000 élèves de 3e. Malgré la crise sanitaire et les mesures de confinement dans 16 départements, les stages de 3e sont-ils maintenus ? Oui, ils sont maintenus, que vous soyez confiné ou non, mais ils sont facultatifs. Alors rassurez-vous, si vous nous regardez et que vous êtes en 3e, eh bien, vous ne serez pas pénalisé si vous n'avez pas trouvé d'entreprise. Merci beaucoup Alexia pour ces conseils très pratiques. Un rendez-vous à ne pas manquer, ça se passe demain sur le compte Instagram de TF1. À partir de 19h, Adrien Gindre fera un live avec Marlène Schiappa, la ministre chargée de la citoyenneté. Elle répondra à toutes vos questions. Sur TF1 ce soir, dans un instant, la météo d'Evelyne Delia. Avant votre série événement très attendu, un homme d'honneur avec notamment Can Merad et Gérard Depardieu. Demain à 13h, vous avez rendez-vous avec Marie-Sophie Lacaro. Je vous retrouve à 19h45 pour l'édition spéciale, à 20h pour votre journal. Excellente soirée à tous. À demain. Retrouvez toute l'info sur LCI, canal 26.